et en tant que membre du comité légal également. Donc, je vais juste faire un rappel par rapport au retrait des accusations P6. Donc, en février dernier, il y a eu 2000 retraits qui ont été annoncés par la Ville de Montréal suite à une décision du juge Randall Richmond au mois de février de 2015. Mais il faut aussi se rappeler qu'au cours des mois précédents, il y a eu des retraits par les procureurs dans des dossiers spécifiques et un arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables et des acquittements. Donc, totalisant environ 1000 donc retraits, arrêt des procédures et acquittements. Donc, au total, c'est 3000 accusations qui sont tombées. Et c'est sur un total d'environ 3500 personnes arrêtées depuis 2012, si on exclut l'arrestation de dimanche qui était en vertu de 500.1. Puis, un élément extrêmement important qu'on veut souligner, c'est que ça a été possible grâce à l'organisation des personnes qui ont été arrêtées, qui ont fait un travail, qui ont été solidaires les unes avec les autres pour former des groupes d'arrêtés, pour se mobiliser dans l'arène judiciaire. Donc, on souligne les efforts puis le travail des personnes arrêtées et des avocates qui les ont soutenus. Et on veut aussi souligner qu'il y a eu un mouvement d'auto-représentation des personnes arrêtées. Et voilà. Alors, je vais céder la parole à Jennifer du COBP. Merci. OK. Bonjour, je m'appelle Jennifer, je fais partie du collectif opposé à la brutalité policière. Donc, je vais vous parler un peu de notre manifestation de dimanche. C'était la 19e journée internationale contre la brutalité policière. En 2012, 2013, 2014, il y a eu des arrestations de masse le 15 mars en vertu de P6. Et puis, cette année, 5 jours avant le 15 mars, le porte-parole du SPVM, Yann Lafrenière, a déclaré la manifestation du 15 mars du COBP illégale en vertu de P6, article 2.1, donc pour ne pas avoir fourni l'itinéraire. Or, le COBP, on avait collé un rassemblement, donc un rassemblement, on n'a pas d'itinéraire à fournir. Rendu le dimanche, au début du rassemblement, on n'était pas dans la rue, on occupait la chaussée, on était sur le trottoir et le camion flûte du SPVM a annoncé que notre manifestation était illégale en vertu de P6 2.1. On a décidé quand même de prendre la rue. On a réussi à manifester peut-être 5 minutes. On a fait un demi-coin de rue et on s'est fait emboîter dans le tunnel. Encore là, au mégaphone du SPVM, ils ont dit qu'on allait être arrêté en vertu du règlement P6 et qu'il fallait qu'on se disperse. Mais malheureusement, on était déjà emboîté et c'est là qu'il y a eu des lacunes au niveau du service de police de Montréal. Donc c'est pour ça qu'on a fini avec 92 contraventions en vertu du Code de la sécurité routière 500.1. Parce que, en fait, avec P6, il faut que tu donnes la possibilité aux manifestants, manifestantes de se disperser. Et ça n'a pas été le cas le 15 mars cette année. Ils nous ont pas laissé nous disperser. Donc, c'est pour ça qu'on a été finalement arrêtés en vertu de 500.1. Le ticket était de 504 $. Au début, le SPVM était censé nous isoler sur la rue Saint-Hubert et Sherbrooke pour nous mettre en souricière, mais encore là, il y a eu des lacunes au niveau de la communication entre les services de police et finalement, ils nous ont isolés coin Berry, Ontario, à la vue de tous et de toutes. Finalement, pour terminer, j'ai fait passer un document beaucoup dans la pochette pour les médias. C'est un document de 5 pages que le COBP a réalisé il y a à peu près 6 mois. C'est la liste de toutes les manifestations réparties entre début 2013 et milieu 2014 sur le nombre de manifestations qui ont fourni l'itinéraire ou qui n'ont pas fourni l'itinéraire, qui ont été tolérées. Puis les chiffres, c'est assez flagrant. Les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été tolérées, c'est un nombre de 69. Les manifestations qui ont donné leur itinéraire et qui ont été tolérées, est le nombre de 26. Et les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été réprimées est du nombre de 19. Et cette dernière partie, ça inclut 3 groupes. Donc, le COBP, la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, et l'AC. Donc, je pense que ce document-là prouve très bien le profilage politique.
Donc, il ne faut pas baisser les bras, puis ça, c'est en train de s'essouffler. On ne va pas lâcher le morceau. Merci. Donc, en vertu de ce qui s'est passé dimanche, pour nous, c'est très évident que le prétexte de la refuse de remettre son itinéraire, c'est absolument... c'est un faux prétexte, en fond, pour la SPVM pour procéder aux arrestations. La preuve, c'est que maintenant qu'ils sont obligés de désavouer le règlement P6, ils peuvent profiter du code 500.1 de la sécurité routière pour faire des arrestations de masse, exactement qu'ils le faisaient avant. Et comme Jennifer l'a bien souligné, ça vise des groupes particuliers, donc ils sont bien identifiés avec certaines idéologies politiques. Donc je vais maintenant céder la parole à quelques personnes qui ont été victimes des arrestations selon P6. Je vous invite à venir au micro. Alors bonjour, mon nom est Judy Burnett, je suis militante depuis quelques années et je travaille dans le domaine de la santé depuis plus de 13 ans. Alors on va être ici aujourd'hui pour venir raconter une histoire de brutalité policière dont j'ai été victime le 1er mai 2013 et en même temps pour apporter une certaine lumière sur l'existence d'une telle problématique, celle des abus de pouvoir et de la brutalité policière. Alors ce n'est pas un mythe lorsque nous parlons de répression politique. Le 1er mai 2013, j'ai été arrêtée en vertu du règlement P6 à Montréal lors du rassemblement des travailleurs et des travailleuses et j'y participais en tant que médic militante. Dès le début, lorsque la foule a grossi, les policiers et les policières se sont mis tout de suite à arracher des bannières et carrément les voler. Et le poivre est sorti assez rapidement. Les coups de matraque, les canons Arwin, ce qui menaça à ce moment-là l'ambiance festive et qui était toutefois tendue par la forte présence policière. Il y avait une fanfare, il y avait des slogans, quelques gars, quelques filles masquées, tout ce qui est de plus menaçant. Mais c'est la répression usuelle lorsqu'elle s'exerce. Sans même qu'aucun acte criminel ne soit commis par les manifestants ou les manifestantes, ils et elles, les policières, foncent dans le tas. Quand le boss donne le go, comme ils et elles disent, c'est le National Geographic, nous sommes des gazelles qui courent partout lorsqu'ils et elles chargent. Quelle violence! Peu de temps après avoir intervenu auprès d'une jeune fille qui s'est fait bousculer violemment au sol par un anti-émeute parce qu'elle courait vers cette ligne d'anti-émeute-là, je suis retournée plus loin dans l'autre direction et à ce moment-là, j'ai été bousculée moi-même sauvagement. J'ai crié que l'usage de la force n'était pas nécessaire et l'anti-émeute m'a pris en chasse sur plus de 2 mètres pour me bousculer avec son bouclier dans une bannière au sol. C'était assez rapide et violent. J'avais une immense contusion au bras gauche et d'ailleurs, j'avais un choc terrible à l'épaule et à mon cou. Donc, la souricière s'est formée à ce moment-là. J'ai été prise et arrêtée. Mon histoire est très, très banale comparée à d'autres, celles que d'autres camarades ont vécues et d'autres militants, militantes par le passé et même par le présent. Alors, il y a des choses bien plus difficiles que les d'autres camarades ont vécues, mais je tenais à souligner. Le poivre de Cayenne, les lacrymogènes, les gaz irritants, les matraques, les rubber ball blast grenades, les flashbangs, etc. sont quelques armes de répression et on assiste de plus en plus à la militarisation de la police. On a vu apparaître il y a quelques années les canons à son, le tank, tout ça financé via les fonds publics, bien sûr. De la perte d'un œil au crâne fracassé, les conséquences peuvent aller très loin jusqu'à en faire abandonner les manifestants et les manifestantes, et dans un autre cas, ça peut aller jusqu'à la mort, car des armes semi-létales qui tuent ne tuent pas à moitié. Et j'espère qu'on n'assistera pas à des morts éventuellement avec les manifestations qui vont venir pour la lutte contre l'austérité. Donc, les conséquences de l'arrestation sont vastes, autant physiquement, moralement que psychologiquement, avec l'arbitraire qu'on voit au niveau des règlements et des lois dans la rue que les policiers et les policières... c'est sûr que c'est pas très populaire, la contestation, qu'elle est très, très nécessaire pour justement éviter d'assister à davantage de dérives autoritaires. Mes recommandations, pour terminer, c'est envers la population principalement, c'est de se renseigner sur la militarisation de la police et se renseigner à savoir sur les problématiques justement de la brutalité policière. Il faut en parler, il faut dénoncer, on ne peut pas accepter ça. Surtout que c'est justement sous nos frais et qu'il y a d'autres priorités, je crois, en société en ce moment. Aux policiers et aux policières eux-mêmes, simplement leur rappeler qu'il y a un code de déontologie qui gagnerait vraiment à être respecté, ce code de déontologie-là. Moi-même, en étant une professionnelle de la santé, j'en ai un et je le respecte
pas mal à la lettre. Alors, nous ne sommes pas des gazelles, on est des êtres humains. On aimerait ça pouvoir s'exercer dans nos droits librement, simplement. Alors, pour terminer, je crois que c'est très important, justement, d'avoir une qualité de vie en société. La répression, la brutalité policière, ça doit cesser. Je dénonce. Merci. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Lard, je suis travailleur social et organisateur communautaire dans Rosemont. Alors, moi, je suis là pour représenter l'arrestation de masse la plus importante depuis la crise d'octobre de 1970, les 518 personnes arrêtées le 23 mai 2012 à l'angle des rues Saint-Denis et Sherbrooke. Qui évidemment, malgré le soulagement du retrait des accusations dans le cadre de P6, des quelques 3000 arrêtés, comme on le signait tantôt, ça n'enlève rien au préjudice que tous les détenus et les arrêtés ont eu, préjudice et violation de leurs droits fondamentaux. Je rappelle que sur les 518 personnes, il y en a 506 qui ont été arrêtés dans la Souricière et qui ont été détenus la plupart pour une durée variant entre 3 et 8 heures, sans accès à l'eau, sans toilette et généralement sans prodiguation de soins aux personnes qui en avaient besoin. Parlant d'arrestation de masse, évidemment, comme représentant dans le cadre du recours collectif, on dénonce énormément l'utilisation de la souricière. Le droit de nombreux citoyens sont bafoués lorsqu'on utilise la souricière. On pense aux touristes, aux flâneurs, aux badauds, on pense à ceux qui travaillent le soir, on pense aux cyclistes, mais également à tous les manifestants qui, sans raison nommée, sont arrêtés de manière totalement arbitraire. Dans notre cas, le 23 mai, on était plus de 5000 personnes et l'arrestation s'est faite quand on a décidé d'arrêter les 500 dernières personnes. Donc, il suffit que j'aurais été quelques mètres plus haut puis j'aurais pu passer dans les filets du système. Mais plus grave encore, le 23 mai 2012, qu'on peut dénoncer aussi, c'est le bris de confiance de la police avec les citoyens. Le bris de confiance est survenu quand, au départ de la place Émilie-Gamelin vers 20h, plusieurs manifestants ont questionné Alain Simoneau, commandant au SPVM, pour lui demander s'il y allait avoir une situation d'arrestation de masse. Et sa réponse, qui est filmée ce soir-là, il dit clairement que seules les personnes qui commettraient des actes criminels seraient arrêtées. Alors tout ça est filmé, puis on se rend compte que finalement, la police a menti. Qu'est-ce que ça signifie pour le futur? Moi, je pense qu'on peut énormément s'inquiéter de l'utilisation des arrestations de masse, mais aussi l'utilisation abusive d'un ensemble d'arsenals légaux et juridiques qui visent quoi? Qui visent à faire taire la dissidence des nombreux mouvements sociaux qui pourraient s'opposer aux politiques gouvernementales. Merci. Bonjour, mon nom est Martine Bouchard-Pigeon. J'ai été arrêtée en 2012 en vertu du règlement P6 et je vais être très brève. Je dois vous avouer qu'en préparant la conférence avec mes camarades ici présents et en écoutant leurs histoires qui sont incroyables, par le fait qu'il y a énormément de violence dans ces histoires-là, c'est des histoires qui sont absurdes et elles ont encore un caractère probablement injuste. La seule chose que je me suis dit, et c'est un peu ce qui est paru dans le témoignage de Judith, c'est que je trouvais mon histoire vraiment banale et ordinaire. J'ai été arrêtée le 12 mai 2012. Ça faisait une bonne dizaine de minutes que j'avais quitté la manifestation de nuit à laquelle j'avais participé. J'ai eu le malheur, dans le fond, de croiser un groupe de gens qui étaient vraiment paniqués, qui tentaient désespérément de quitter la manifestation, mais qui étaient talonnés par les SPVM qui ne voulaient pas les laisser partir. Et j'ai été prise en souricière avec eux. Et on a été détenus pendant plusieurs heures, sans avoir accès à de l'eau, sans avoir accès à des toilettes, sans avoir accès à nos propres téléphones. En fait, on n'avait même pas le droit d'utiliser les ressources qu'on avait sur nous. On ne respectait vraiment pas nos droits. Et pourquoi je trouve que mon histoire est banale? Parce que je l'ai entendue vraiment trop souvent. Tellement souvent qu'elle est presque devenue normale. Puis c'est ça mon problème avec P6. Mon histoire ne devrait pas être banale. Ça ne devrait pas être normal d'être présumé coupable parce qu'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pas normal d'être détenu plusieurs heures dans des mauvaises conditions et de se faire traiter comme des citoyens de seconde classe pour un règlement municipal. Je suis contre P6 et absolument contre l'application qui en est faite par le SPVM parce que, justement, c'est devenu banal et que ça ne devrait pas l'être. P6, c'est juste un outil de répression, et non pas un outil de répression de la criminalité, mais un outil de répression des manifestations et du droit de manifester. Et les souricières n'ont comme but que de normaliser aveuglément
vraiment cette répression. Et donc, pour cette raison, je suis complice et nécessaire aussi. Bonjour, je suis Wendy Stevenson, un arrêté retraité ou vice-versa. J'étais partie de sorcière du 5 avril 2013. Je vais raconter un peu mon histoire. En 1965, 3 marches ont été organisées dans le cadre de la lutte pour les droits civiques des Noirs. Parcourant près de 80 km entre les villes de Selma et Montgomery en Alabama, l'un des États les plus racistes des États-Unis. Le 7 mars 1965, lors d'une de ces marches, 600 manifestants ont été attaqués par la police locale avec des matraques et des gaz lacrymogènes. Cette date est passée à l'histoire sous le nom de Bloody Sunday. Pourquoi est-ce que je parle de Selma, Alabama? Parce que c'est récent, mais aussi, je peux dire que ce n'est pas juste 50 ans de Selma, Alabama et la lutte pour les Noirs aux États-Unis, mais c'était aussi 50 ans que je me suis impliquée dans les activités politiques. Ma première réaction à cette manifestation, c'était de participer dans une semaine de désobéissance civile à Toronto devant le consulat américain. Depuis ce temps-là, j'ai participé dans beaucoup de mouvements, contre la guerre au Vietnam, pour les droits des femmes, surtout en faveur du droit à l'avortement et pour défendre Dr. Morgenthau. Je vivais au Canada anglais et j'ai lutté pour le droit du Québec à l'indépendance, contre la loi des mesures de guerre, ainsi de suite. Depuis ce temps-là, je n'étais jamais arrêtée, je n'ai jamais eu un record criminel, mais j'ai participé dans littéralement des centaines, si pas des milliers de manifestations. Alors, pour moi, c'était une grande surprise à 66 ans d'être arrêtée pour la première fois parce que j'ai manifesté pour le droit de s'exprimer. Moi, j'ai appris très jeune de ma famille que j'avais le droit de m'exprimer et je n'ai pas arrêté depuis qu'ils m'ont enseigné ça. Alors, si on regarde maintenant toutes ces activités dans lesquelles j'ai participé, on peut voir que seulement personne questionne ces choses. Personne questionne c'était quoi la guerre en Vietnam, c'était quoi la guerre en Irak, c'était quoi les mesures de guerre. C'est juste les plus rétrogrades de notre société.